Bonjour Mario. 50% de tarifs sur l'acier et l'aluminium. Donc, Trump a confirmé ça hier, a signé ça vers les 17 heures, puis ça entrait en vigueur. Il faut comprendre là, que c'est en À vigueur minuit. ce matin, là, ça entrait en vigueur immédiatement à minuit. Réaction politique chez nous, tout le monde essaie de rester calme. Ben, je vois une différence dans la réaction politique devant ces tarifs à 50% à l'acier et à l'aluminium versus ceux qui avaient été annoncés en février de 25% sur l'acier et l'aluminium. On dirait qu'on a pris une maturité dans la réaction, là, tu sais. Je me disais, si Donald Trump avait annoncé puis signé ce décret-là pendant la campagne électorale, on aurait suspendu 2, 3 jours la campagne électorale, rassemblé le comité des relations commerciales avec les États-Unis, faire une conférence de presse. Là, on dirait que on rentre plus dans ce jeu de panique généralisée à chaque fois que Donald Trump parle de tarifs. Là, tu sais, hier, ben évidemment, c'est catastrophique pour les industries tant de l'acier que de l'aluminium. Évidemment que c'est catastrophique, particulièrement au Québec et évidemment en Ontario. Mais on ne vire plus fou collectivement à chaque fois que Donald Trump mène une nouvelle salve de sa guerre tarifaire. On prend ça plutôt se dire que les États-Unis vont le gérer parce que jusqu'à maintenant, ce qui a eu le plus d'impact, c'est ni les contre-tarifs que l'on impose. Tu sais, au début, on est passé de dollar pour dollar à quelque chose de plus ciblé, à plus vraiment de réaction à part de dénoncer puis dire que c'est illégal puis que c'est pas gentil puis que ça va nuire aux deux économies. Il y a comme une évolution tranquille dans notre réaction. Euh, Parce que c'est vrai qu'à 50%, là, on a beau crier, on a beau mettre des tarifs comme on les a fait, des contre-tarifs comme on les a fait en février, on sait que les contre-tarifs n'ont pas eu d'impact politique. Ils ont eu des impacts auprès des industries, mais politiquement, là, auprès de Donald Trump directement, pas l'effet escompté, disons, à tout le moins pas maintenant. Et il commence à y avoir, Donald Trump commence à essuyer des critiques à l'intérieur même des États-Unis. Mais Est-ce qu'on peut se battre contre quelqu'un qui veut montrer qu'il n'est pas un taco? Taco, c'est Trump always chickens out. C'est le journaliste du Financial Times qui a sorti cette épithète pour décrire ouais. Trump, pour dire qu'il ne recule pas. Est-ce que cette nouvelle salve de tarifs, c'est pour démontrer qu'il ne recule pas, qu'il est même prêt à doubler, à signer, Ça ressemble à à ça, là. tenir son coup? Ça a l'air d'être une question d'ego Un plus petit qu'autre coup de chose, force là. pour montrer des tarifs, je suis capable d'en mettre, puis je reculerai pas. Sauf que, sincèrement, les gens, je lisais hier soir, là, aux États-Unis, les gens sont abasourdis. Là. Si on pense ici, on est Complètement. un peu la mâchoire décrochée, qui vient de doubler les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Aux États-Unis, les économistes, personne ne comprend la logique de ça du point de vue de l'économie américaine, des besoins en aluminium, entre autres. Non, les besoins en aluminium sont hyper importants. Les États-Unis ne peuvent pas suffire à la demande domestique en aluminium. Ils sont obligés d'en importer. Et c'est au Québec où on a l'aluminium le plus vert, là où normalement ils vont chercher leur aluminium. Donc finalement, c'est se tirer les deux pieds en même temps pour une question d'ego. Faut comprendre que c'est dans un voyage en Pennsylvanie qui est dans la Rust Belt là et qui est très sensible à la question de la réindustrialisation des États-Unis, où Donald Trump a lancé cette idée de doubler les tarifs d'acier et d'aluminium pour évidemment mobiliser les troupes, mobiliser les militants dans la région. Et hier, ben c'est Richard Latendresse durant le briefing de Caroline Leavitt qui a demandé est-ce que cette idée qu'il a lancée en Pennsylvanie tenait toujours. Elle lui a répondu que oui, elle allait signer la journée même ce décret-là, mais ça ne sort pas d'une menace d'il y a, disons, 3 mois, 4 mois. Il n'a pas dit au mois de février, lorsqu'il a installé 25% de tarifs sur l'acier et l'aluminium, qu'il allait les doubler. C'est assez particulier, mais en fait, il faut se forcer d'arrêter d'essayer de comprendre Ouais. Donald Trump, de se mettre dans sa tête. C'est un fouillis, c'est un bazar, et son ego joue pour beaucoup dans cette guerre tarifaire-là.
On commence à faire les bilans de session Oui. parlementaire. Parce que, oui, on est dans la dernière semaine, effectivement, de la session à Québec. Bilan pour Québec solidaire. Tu retiens quoi de leur session? La première où Ruba Gazal pilotait ça un peu seul. Départ de Gabriel Nadeau-Dubois en cours de saison. Une catastrophe, je le dirais comme ça. La session parlementaire de Québec solidaire est à mettre aux poubelles, à passer à la déchiqueteuse. Une vraie catastrophe. Rien pour asseoir l'autorité de Ruba-Gazal. Rappelons-nous Terrebonne et la catastrophe de Terrebonne où ils se sont même pas présentés dans la circonscription pour aider leur propre candidate, tellement qu'elle a annoncé cette semaine qu'elle rejoignait le PQ. Il y a Gabriel Nadeau-Dubois et le fait qu'il se retire complètement et finalement met une croix sur Québec solidaire. Grosso modo, il demeure député, mais on le voit pas. Est-ce que quelqu'un a vu Gabriel Nadeau-Dubois, l'a entendu, l'a lu? Silence radio, et c'est un silence qui fait encore plus Il mal que s'occupe si de son Gabriel comté, Nadeau-Dubois Yasmine. parlait. Il s'occupe Il de s'occupe de son... Hey. il s'occupe de sa Moi... circonscription, quoi. Tu ris, c'est important. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui s'occupe de sa circonscription, Voilà. c'est pas un solidaire qui s'occupe de sa Ah, OK, circonscription, OK, OK. parce qu'on a l'impression qu'il y a une répudiation du concept de Québec solidaire de la part de Gabriel Nadeau-Dubois, qui fait mal évidemment au leadership de Ruba Gazal, mais je te dirais que même d'un point de vue parlementaire, on ne sent pas qu'ils ont trouvé un os, qu'ils ont trouvé une cause. Ça passe, là, les questions, ça passe de la contraception au logement, mais dans le troisième lien, ils retournent dans l'environnement. Hier, il y avait des questions sur un potentiel pipeline québécois, sur le BAP. Il y a pas de stratégie. Moi, j'ai l'impression que c'est une formation politique qui n'a pas de stratégie, qui est en mode gestion de crise et qui n'a même pas de plan de gestion de crise. C'est ça le problème. Et en plus de ça, se retrouve dans une course au leadership pour un co-porte-parole masculin pour succéder à Gabriel Nadeau-Dubois. Bon, Étienne Grandmont a annoncé sa candidature, mais ça ne semble pas se bousculer aux portes non plus. Là. Ça crée pas beaucoup d'actualité pour Québec solidaire. On est loin de Québec solidaire qui a réussi à faire des gains sur le logement puis qui peut s'en vanter à la fin de la session parlementaire. Écoute, ils ont une sympathisante qui est partie avec Éric Duhaime puis une ancienne candidate qui est partie avec le PQ. On dirait que c'est le sauve-qui-peut à Québec solidaire qui avait déjà une session catastrophique suite à l'anecdote, ou disons, à la crise Haroun-Boisie, la dernière session parlementaire. Bref, une année difficile pour Québec solidaire, là. Ils doivent retrouver ces marques. Et je pense que l'effet Manon Massé, l'effet Françoise David et même l'effet Amir Kadir, il a comme disparu dans Québec solidaire. Il faudrait qu'ils commencent à réfléchir comme un parti politique et comme une association étudiante de l'UQAM. Ouais, ouais. Mais tu sais, il y a des militants qui avaient l'air quasiment contents là, au départ de Gabriel Nadeau-Dubois, que ça allait être l'occasion de revenir à des valeurs fondamentales. Ah oui. Mais il y a une espèce de rappel à l'ordre là, que la politique, c'est aussi, il faut que tu sois dans l'actualité, il faut que tu te maintiennes, il faut que tu sois pertinent. Et c'est pas dans le sac. Hey, merci Yasmine, à demain.